Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois le docteur en droit Olivier Fro, qui est aussi un ancien militaire. Bonjour Olivier Fro. Bonjour monsieur, merci de me recevoir sur François. Voilà, et bon, on va parler de deux sujets qui sont importants. D'abord, avoir vos réactions à chaud en tant que docteur en droit et aussi ancien militaire qui est connu, on va dire, les désastres que peuvent entraîner des conflits. On va parler de l'actualité et dans un deuxième temps, on va parler de quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui sont les contrats des vaccins. Donc, ce sont deux sujets qui sont quelque part connexes, mais on verra qu'ils ont des liaisons. Donc, on rappelle, Emmanuel Macron a signé un accord de coopération avec l'Ukraine, un accord de coopération, soi-disant pour la paix, qui dit que, bien, il déclare que la Russie devrait payer tout pour tout, sans aucun jugement, et aussi il s'engage à fournir 3 milliards d'euros d'aide sur un contrat d'une dizaine d'années. Et lundi, il est allé au sortir d'une conférence avec 27 pays européens. Il est allé annoncer que il n'excluait pas d'envoyer des troupes sur le sol. Donc déjà, quand vous voyez ce genre de choses arriver, c'est une forme d'escalade, d'engagement. On vise la Russie. Vous prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous analysez en fait? Moi personnellement, je trouve ça quand même assez inquiétant parce que signer un accord de défense et d'assistance militaire avec un pays en guerre, c'est quand même sans précédent parce que jusqu'à présent, moi, les accords d'assistance militaire que j'ai connus et que j'ai connus en tant que militaire, c'était principalement avec des pays africains. Ça a été signé avec des pays en paix et on intervenait dans des cas particuliers à la demande du pays en question, mais c'était, ça n'était pas des gros conflits de haute intensité comme c'est le cas actuellement en Ukraine. Alors ensuite, je trouve que c'est quand même assez léger hein, de la part de personnes qui sont très jeunes. Hein. Le président de la République, tout président qu'il soit, c'est quand même quelqu'un de jeune qui n'a pas fait de service militaire, qui n'a jamais été dans un pays en guerre, c'est pas ce que c'est. Bon, moi, dans mon expérience militaire, j'ai été dans des pays en guerre, j'ai vu ce que c'était. Mon premier séjour en ex-Yougoslavie m'a laissé des traces psychologiques pendant quelques mois parce que j'avais été assez choqué de ce que j'avais vu. Et bon, j'ai fait quand même plusieurs missions là-bas. Donc, la guerre, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose qu'on fait du fond de son fauteuil euh, par des éditorialistes et autres et des gens qui veulent faire de la communication politique. Alors, cette, euh, cet accord, il prévoit 3 milliards. Alors, on ne sait pas d'où viennent ces 3 milliards. Est-ce que ces 3 milliards qui sont prévus dans la loi de programmation militaire, ben, j'ai pas vu ça quand la loi de programmation militaire a été votée l'année dernière. Ça mériterait d'y replonger. Est-ce que c'est sur le budget de la défense actuelle? Est-ce que on ne sait pas. Et puis sur le plan purement institutionnel et je dirais juridique, c'est quand même un peu léger parce que en principe, c'est le Parlement qui décide ce genre de choses. Dès lors qu'il y a un engagement financier, l'article 53 de la Constitution dispose que ça donne lieu à un vote du Parlement. Alors là, étant donné qu'il y a eu certaines réactions, le président de la République, pour faire bonne mesure, a mis en avant l'article 50-1 de la Constitution, mais l'article 50-1 de la Constitution, c'est pas ça du tout, hein, c'est juste pour une information du Parlement et il y a un vote derrière potentiel, possible, mais qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Donc, bah, c'est encore une fois de plus de la communication et de la gesticulation. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même assez inquiétant. Alors, envoyer des militaires sur place, même si le ministre des Affaires étrangères dit que ça ne veut pas dire qu'on est parti à la guerre, que ça c'est lui qui le dit, hein, mais dans une guerre, celui qui décrète, qui décide l'ennemi, bah, c'est l'ennemi qui décide. Hein. C'est l'ennemi qui décide si vous êtes un ennemi ou si vous ne l'êtes pas. Hein. C'est pas vous qui le choisissez. Donc, si on envoie des soldats et qu'on dit ah non 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 mais c'est juste symbolique etc. et que les Russes disent bah non là vous faites la guerre avec l'Ukraine contre nous donc on considère qu'on est en guerre contre vous. Bah, là c'est eux qui le décident et c'est pas Monsieur Séjourné dont l'expérience en matière de relations internationales quand même reste encore à démontrer.
Euh, Mais Olivier Faux, quand vous entendez les journalistes, les éditorialistes sur les plateaux télévision ou que vous lisez la presse, vous voyez beaucoup de gens qui commentent. Ils commentent cette actualité, ils la commentent en disant c'est normal, c'est pas normal, etc. Et il y a beaucoup de spécialistes. Est-ce que ça vous hérisse le poil quand vous les entendez parler? oui, ça m'agace, ça m'agace beaucoup. Ça m'agace beaucoup et euh, je trouve qu'on répond jamais à la question qui tue, la question pourquoi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on devrait s'engager à ce point? Quelles sont les raisons profondes? Est-ce que les intérêts vitaux de la France sont menacés? Est-ce que je sais pas. Alors là, je suis quand même assez désabusé sur ce que je vois et sur ce que j'entends et la légèreté de tous ces gens qui sont prêts qui sont des va-t-en-guerre, mais qui vont pas y aller, eux, hein, il n'y a pas de problème, hein. Je pense que c'est quand même important de revenir à cet accord franco-ukrainien. Dedans, il y a une clause, je crois que c'est la clause numéro 12, qui dit que on décide que la Russie est coupable, on va dire, de ces crimes de guerre et qu'elle doit payer pour la reconstruction. Vous êtes aussi docteur en droit et quand vous voyez ce genre de choses, est-ce que vous pensez qu'on peut juger un pays comme ça? Il y a pas eu de jugement à la Cour pénale internationale, il n'y a rien eu. Donc, on s'octroie le droit de jugement. Bah oui, ce sont des postures communicationnelles pour dire qu'on est dans le camp du bien, qu'on est bien pensant et que bon, c'est quand même assez contestable tout ça. Et au bout du compte, qui est-ce qui va payer? Eh bien, c'est le contribuable français qui est déjà écrasé d'impôts et qui en même temps voit ses services publics tomber en déliquescence malgré le niveau très élevé d'impôts qu'il subit. Et quand vous voyez le sénateur Huppert saisir le Conseil d'État sur le fond de l'article 53, pour vous, ça vous paraît un bon acte démocratique? Ah, je dis bravo et je regrette que ce ne soit pas le président du Sénat lui-même qui l'ait fait. Et donc, vous trouvez normal, enfin, vous trouvez normal qu'il l'ait fait, vous trouvez normal qu'il soit accompagné du député Dupont-Aignan, et alors, quid des autres pour vous? Bah, je trouve ça très bien qu'il le fasse, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'ils soient si peu nombreux. On a 577 députés et 349, je crois, sénateurs. Bah, ils sont bien payés, ces gens-là, hein. Donc, euh, on- claironner la démocratie, la main sur le cœur tous les jours, c'est bien, mais la faire vivre, c'est quand même mieux, quoi, hein. Or, on voit depuis quelques années, hein, depuis la présidence Macron et surtout ces dernières années, que le Parlement est le paillasson du gouvernement. Alors déjà, la Constitution de la Cinquième République n'arrange rien puisqu'elle a donné prééminence à l'exécutif sur le législatif. Mais là, dans la pratique présidentielle et gouvernementale, le Parlement, ça devient une chambre d'enregistrement et quand il n'est pas d'accord, ben, on passe toutes les lois en urgence et quand le Parlement n'est pas d'accord, on fait revoter. Et puis si on ne fait pas revoter, on passe en 49-3. Donc voilà quoi. Donc c'est quand même. Moi, je serais parlementaire, je serais quand même très mal à l'aise. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire n'est pas sans rappeler le deuxième sujet qui est vraiment important, on va dire, c'était tous les contrats des vaccins, tout ce qui s'est passé avec ces divers 49.3 et ces décisions qui sont parfois faites en information incomplète. On vous a reçu à plusieurs reprises pour en parler. Il y a des nouveaux contrats de vaccins qui sont passés. Alors aujourd'hui, vous continuez à suivre ces dossiers de manière, on va dire, très précise. Qu'en est-il en fait? On en est où exactement? Eh bien, on a eu toute une série de contrats qui ont été passés en fin 2020. C'était les premiers contrats d'achat de vaccins. Il y a eu huit, si mes souvenirs sont bons, il y a eu huit contrats différents passés avec huit fournisseurs différents. Et puis en 2021, la Commission européenne, à son initiative, a passé deux contrats euh, tout seul avec Pfizer BioNTech, hein, c'est le groupement des deux entreprises Pfizer américaine et BioNTech allemande. Deux contrats énormes, puisque le dernier, celui passé en mai 2021, correspondait à 4,8 milliards de doses de vaccins. C'est le contrat qui aurait été négocié personnellement par Madame von der Leyen avec les fameux SMS dont on entend parler depuis longtemps, mais que l'on n'a jamais vu euh, la, la-
la Commission se réfugiant derrière une opacité totale, malgré l'action d'instances européennes elles-mêmes, la Cour des comptes européenne ou la médiatrice européenne qui ont demandé à avoir des explications et avoir des pièces n'ont rien réussi à obtenir. Bon, bah ça, il y a des instances judiciaires en cours, on verra ce que ça donnera. Et puis là, j'ai vu apparaître un peu par hasard au mois de janvier euh, un, un avis de publicité sur le journal officiel de l'Union européenne pour un appel à candidature pour la fourniture de doses de vaccins Covid-19. Alors, cet avis de publicité, il a été passé par un organisme qui s'appelle l'HERA, H-E-R-A, comme le nom de la déesse grecque Héra, qui est la déesse du mariage et de la fécondité. Je vois pas vraiment le rapport avec les vaccins, mais enfin bon, passons. Euh, ce, cet appel à candidature donc a été lancé en janvier pour un contrat cadre de 2 ans, d'une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois pour un an, c'est-à-dire qu'il pourrait faire 4 ans maximum au total. Alors ce contrat cadre, euh, c'est c'est un appel à candidature, ça veut dire que c'est une procédure négociée après publicité, donc il n'y a pas de cahier des charges qui sont mis en ligne, il y a juste un avis de publicité assez détaillé qui donne le, le détail de l'objet de l'achat et puis les conditions de présentation des candidats et les critères selon lesquels leur offre sera jugée. Alors, pourquoi un tel marché? Parce qu'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de mandat des États membres, personne n'a rien demandé. Et en fait, cette décision, cette organisation, ERA, c'est une direction de la Commission européenne qui a été créée par une simple décision de la Commission de 2021. Elle n'a été, elle n'a été soutenue par aucun mandat explicite des nations et elle fait référence dans cette décision au TFUE, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, sans préciser un article particulier. Donc c'est, je dirais, en règle générale. Alors si on regarde le TFUE, il est dit que Et la le santé, TFUE, pardon, c'est, le excusez-moi. traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il est dit dans le TFUE que la santé n'est pas une compétence de l'UE, mais c'est une compétence nationale, mais qui peut être considérée comme une compétence partagée, puisque l'UE peut mener des actions pour appuyer, coordonner et compléter l'action des États membres. Donc c'est sur la base de ces considérations très générales que la Commission a créé une structure pérenne. Et cette structure pérenne, dotée d'un budget de 30 milliards d'euros, quand même, hein, c'est quand même très important, 30 milliards d'euros qui proviennent de 8 sources différentes d'autres budgets de l'UE, a lancé ce contrat cadre. Alors ce contrat cadre, il prévoit d'acheter 146 millions de doses sur, sur 4 ans. Et selon des questions qui ont été posées en ligne à la commission, euh, les 146 millions s'entendent par un maximum sur les 4 ans, ce qui fait en fait un maximum de 36 millions et quelques tous les ans. Donc c'est pas grand-chose. Sur le plan des volumes, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir qui sont les États participants. Alors, ce qui est amusant, enfin amusant si on peut dire, c'est que ce contrat n'est pas passé au nom des 27 États membres, parce qu'il y en a 9 qui n'en sont pas partis. Et si on fait ceux qui sont partis, il y en a 18 qui sont partis à États membres, et en plus, qui sont partis à ce contrat. Et en plus, il y a la Commission européenne. Alors, on se demande pourquoi. Ils veulent vacciner leurs fonctionnaires, je ne sais pas, ou peut-être les donner à des pays nécessiteux. Euh, et puis, il y a le Royaume de Norvège, qui fait partie de l'espace économique européen, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Et la Macédoine du Nord, qui est candidate à l'adhésion, mais qui n'est pas encore un pays de l'Union européenne. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a 9 États membres qui ne sont pas partis à ce contrat. Et non des moindres, hein. Il y a l'Italie, il y a l'Autriche et principalement des pays de l'Est.
Alors j'ai ici devant moi l'organigramme de l'ERA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve Stella Kyriakides comme commissionneur. Donc c'est cette commissionnaire qui a été impliquée dans les contrats des vaccins depuis le début et dans certaines malversations, on va dire. Hein. Et Euh, oui, on retrouve toujours les mêmes. Donc, on retrouve les mêmes personnes. Donc, vous êtes en train de dire que c'est une énième commission qui a été créée de manière pérenne, alors qu'il n'y a pas il n'y a pas une délégation, on va dire. Il n'y a pas eu de délégation, il n'y a pas eu de demande, de demande, enfin, à ma connaissance, ils ne font référence à rien dans les différents textes que j'ai pu constater. C'est une initiative de la Commission, c'est une initiative de la Commission qui se base sur des dispositions générales du traité et et sur rien de spécifique. Donc en fait, je dirais que ça correspond à une démarche que l'on retrouve depuis le début de la Commission von der Leyen. J'avais d'ailleurs publié plusieurs articles sur François à ce sujet, dans lesquels la Commission va par petits pas, hein, la technique européenne bien connue, la technique des petits pas, va grappiller des pouvoirs de plus en plus importants et se rendre indispensable pour Mais donc, avoir dans un système, comment dire, un système à cliquet, c'est-à-dire qu'on revient jamais en arrière sur ce qui a été fait. Et à chaque fois, il y a un point supplémentaire, un pouvoir supplémentaire qui s'est attribué par la Commission. donc c'est la technique de l'oignon où en fait on pèle l'oignon et là en fait on est en train de le construire. C'est l'oignon sans Voilà, sens. c'est ça, oui, oui. C'est-à-dire on déshabille notre souveraineté de santé pour petit à petit habiller une instance qui n'a pas de compétences juridiques aujourd'hui. Bah, c'est ça, en fait, la compétence, elle est très faible, hein. Elle repose sur une décision de la Commission. Cette décision, elle fait référence au traité, mais pas un article en particulier. Il n'y a pas d'article en particulier qui prévoit qu'elle doit avoir ce genre de structure pérenne. Et puis derrière, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Et cet argent, bah, il vient des États membres, hein. Il ne faut pas oublier que la France est un contributeur net. Euh, il y a quand même un montant très important tous les ans. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que on donne de l'ordre de 20 à 25 milliards par an. Et on en récupère une partie qui revient, notamment une partie pour la PAC. Mais au global, la France donne beaucoup plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et ben cet argent, l'argent des contribuables français, qui sont les champions du monde en taux d'imposition, eh bien on est content de voir que ça sert à fabriquer ce genre d'organisme dont l'utilité reste quand même à démontrer. Alors donc c'est un organisme, on va dire technocrate, qui n'est pas élu, qui est créé dans un intérêt, comme on dit, qui est censé être sur la santé, mais qui n'est pas un élément de souveraineté. On n'a pas transféré cet élément de souveraineté à l'Union européenne. Quand on regarde vraiment les vaccins Covid-19, on est aujourd'hui en février 2024. La campagne de vaccination a été lancée au mois d'octobre par le ministre le ministre Aurélien Rousseau qui avait déclaré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. De votre point de vue, en fait, ces dépenses, il faudrait pas qu'il y ait un contrôle à un moment ou à un autre de l'utilité de ces dépenses et de leur efficacité. Ben, en théorie, oui, mais dans la pratique, il n'y a absolument aucun contrôle. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette fameuse consultation, c'est que les critères de choix des offres, il y a deux critères. Un critère qualité qui est pondéré à 70%, un critère prix qui est pondéré à 30%. Et le critère qualité à 70% se décompose en cinq sous-critères. Et dans les cinq sous-critères, il y a un critère qui concerne la capacité du candidat à fournir des vaccins à RNM dans les États signataires. Alors c'est intéressant parce que moi j'appelle ça un marché sur mesure. Il y a une mise en concurrence, mais c'est une mise en concurrence qui me paraît fictive. C'est un marché sur mesure pour Pfizer BioNTech et éventuellement Moderna puisqu'ils imposent euh, une, euh,
une technique particulière. Hors des vaccins Covid, il n'y a pas que la technique ARN messager. Alors en plus, cette technique, elle est quand même sujette à débat, il y a beaucoup de débats actuellement sur l'efficacité et l'innocuité de cette technique qui apparemment ne serait pas forcément très très bien maîtrisée. Et là, ils ont imposé des vaccins de cette technique, ce qui veut dire que ça limite considérablement les prestataires potentiels. Donc on Donc là, limite. c'est de la consultation qui me semble sur mesure. Et moi, je pense que un laboratoire qui fabrique des vaccins Covid-19 et qui serait intéressé par ce marché, mais qui n'utilise pas la technique ARN messager, je pense qu'il serait fondé à attaquer cette procédure en disant que c'est une procédure qui est discriminatoire dans la mesure où elle impose un procédé technique alors qu'il existe des procédés techniques différents qui permettent d'atteindre le même résultat. Alors vous, en tant que ancien militaire et aussi spécialiste des marchés publics, quand vous voyez ça, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied en ne regardant pas la meilleure défense possible contre une maladie ou la meilleure arme possible, on va dire? Bah, je pense on est resté sur une approche monocritère, c'est-à-dire que on a écarté tout ce qui était soins des malades pour avoir uniquement une approche amont, c'est-à-dire une approche vaccinale. Alors, sachant que maintenant il est avéré et officiel que ces vaccins ARNM n'empêchent pas la transmission, n'empêchent pas la contamination, donc bah, l'intérêt de la vaccination devient extrêmement limité dans un contexte comme ça. Donc, il semblerait peut-être plus judicieux de s'orienter sur le traitement des gens, ce que l'on a toujours fait jusqu'à présent. Bon, c'est sûr qu'économiquement, dans une optique néolibérale, l'approche vaccinale est beaucoup plus intéressante parce qu'elle permet de traiter tout le monde. Donc, sur le plan du chiffre d'affaires et par conséquence, du résultat de l'entreprise fabricante, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur des vaccins que de travailler sur des traitements. Surtout si pour ces traitements, on peut utiliser des anciennes molécules génériques. Alors pendant des années, on nous a imposé d'avoir des médicaments génériques parce que soi-disant, il fallait faire des économies à la sécurité sociale. Et puis là maintenant, bah, on a complètement viré dans l'autre sens. Bon, comprenne qui pourra. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. En tant que contribuable, j'ai encore plus du mal à comprendre. C'est open bar, on va dire. Et donc, juste peut-être une dernière question. Donc, vous vous étiez aussi intéressé à la transparence sur ces contrats on a vu, il y a quand même eu un certain nombre d'actions juridiques qui ont été menées. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il y a dans ces contrats? Bah, on le sait, on le sait un peu dans la mesure où les contrats européens, bah, il n'y a que le premier contrat de novembre 2020 que l'on connaisse, mais ceux de 2021 qui sont les plus importants, en fait, bah, on ne les connaît pas, on ne connaît pas les clauses. En revanche, depuis, on a pu voir les clauses de contrats passés à l'étranger par Pfizer, notamment le contrat d'Afrique du Sud qu'un juge sud-africain courageux a ordonné de rendre public. Ça a permis de voir toutes les clauses, d'ailleurs de voir que le fabricant lui-même exposait qu'il ne maîtrisait absolument ni l'efficacité ni l'innocuité de son produit et qu'il en renvoyait la responsabilité à l'acheteur. Donc c'est intéressant. Donc on peut imaginer que dans les contrats européens, c'est écrit exactement la même chose. Mais Olivier Faux, dans ce contrat, donc on a eu l'occasion de voir aussi, il manque une page qui s'appelle la page des spécifications. Est-ce que c'est pas un problème d'avoir un contrat sans savoir exactement les spécifications produits? Oui, alors ça c'est très intéressant et notamment dans les contrats de 2020, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que dans un marché public, en principe, pour faire simple, les cahiers des charges, il y a deux parties, il y a deux cahiers. Il y a un cahier administratif et un cahier technique. Le cahier administratif définit les droits et obligations des parties et le fonctionnement du marché. Et le cahier technique, cahier des clauses administratives, cahier des clauses techniques particulières, le cahier technique, lui, définit le produit soit par une définition technique, soit par une définition fonctionnelle, c'est-à-dire en termes de résultats à atteindre et de contraintes connues. Dans le cas des vaccins Covid, il n'y a aucune clause technique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on achète.
Il n'y a que des clauses administratives. Et y compris dans le marché d'Afrique du Sud, il y a une annexe spécification technique et cette annexe, elle est blanche, il n'y a rien dedans. Et pour vous, est-ce que c'est un problème ou pas, en fait, d'un point de vue Bah, du c'est un signataire problème, d'un on ne sait pas ce qu'on contrat? achète. On ne sait pas ce qu'on achète. Donc, ça veut dire que Santé publique France, quand ils exécutent un contrat comme ça, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Ils savent pas ils achètent, ils pourraient acheter aussi bien une voiture qu'un vaccin ou bien, Bah, ils savent pas ce qu'ils achètent, ils ont juste la définition de l'objet du marché, et pour le reste, ils se retranchent derrière l'AMM qui a été donnée par l'agence européenne EMA. Donc il y a une AMM du produit, donc voilà, c'est bon, hein, c'est le produit qui est indiqué dans l'AMM, donc bah, on peut l'acheter, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de spécifications techniques. Moi, je trouve ça un peu léger, encore une fois, hein, dans tous ces domaines qui touchent en fait à la vie des gens, je trouve que nos autorités politiques sont d'une légèreté absolument incroyable. alors il y a les autorités politiques d'un côté, mais il y a aussi les agences réglementaires de l'autre, la NSM, la HAS, Santé publique France, toutes ces agences qui sont censées être là pour nous protéger. Donc il y a une forme de défaillance de ces agences aussi, de votre point de vue? Bah, ces agences, je dirais, dans les scandales sanitaires passés, elles n'ont pas brillé par leur esprit d'à-propos et leur courage, hein, que l'on prenne le Mediator ou autre, bah, les agences en question, d'ailleurs, je crois même qu'elles ont été condamnées a posteriori, mais Condamné et on n'a vu renommé. rien entendu, hein. Condamné et renommé. On a changé le nom Voilà. justement pour éviter. Donc on peut se poser la question, si on veut faire des économies budgétaires, on peut se poser la question d'utilité de telles agences. Et sur- Au moins, on pourrait les faire maigrir, comme on a fait maigrir les armées depuis tant d'années. Euh, de- quand, euh, quand je suis rentré dans l'armée en 1977 et quand je vois ce qu'elle est aujourd'hui, bah, euh, le nombre le nombre d'unités a fondu comme neige au soleil. Eh ben, écoutez, Olivier Fromm, merci beaucoup de cette débriefing qui est vraiment très important. On a couvert deux éléments, donc la réaction, on va dire, à l'actualité en tant qu'ancien militaire, mais aussi en tant que juriste spécialiste de ce genre de choses. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue sur le traité franco-ukrainien et les conséquences économiques, et aussi de faire ce point sur les vaccins, peut-être, et sur les contrats des vaccins, où on ne sait toujours pas ce qu'on achète ça pose problème. Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, le taux de participation ou le taux d'injection des Français et dans beaucoup d'autres pays n'est pas très, très, très élevé. Donc, peut-être que on arrive à la fin, on va dire, de cette pression. Olivier Fro, le mot de la fin pour les auditeurs de François. Eh bien, j'espère que la raison va revenir en France et en Europe, euh, et que nous allons avoir au sommet de l'État des acteurs un peu plus rationnels que ce que l'on a pu voir ces derniers jours. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ce débriefing. Merci à vous de nous suivre sur François. On essaie toujours de vous amener un éclairage, un décryptage de l'information de manière à ce que vous puissiez vous-même vous faire votre avis pour savoir si vos représentants agissent vraiment dans votre intérêt et comme tel que d'ailleurs ils devraient le faire parce que tel que c'est leur devoir et d'ailleurs tel que c'est aussi notre devoir de vous informer et on continuera à le faire autant que faire se peut très bientôt et merci de suivre François et de nous soutenir. Bonne journée.